Bonjour, je m'appelle Cédric et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de podcast Librement Linux. Et je suis accompagné de deux potes. Le premier, il est passionné de Linux. Il en fait des vidéos sur sa chaîne YouTube Steve513v3. Steve, t'es toujours sur Linux, rassure-moi. Oui, je vous rassure. Salut tout le monde. Je suis toujours bel et bien sur Linux et je crois que j'ai adopté OpenSUSE pour l'instant. OpenSUSE, voilà. D'accord, très bien. Pas de Suisse genou. oui, Non, pas bon, en plus de le retrouver dans son blog numetopia.fr, il tient les rubriques actualité et sorties de la semaine. Salut le Tux. Hello. Et moi, je me pense à peut-être repasser sous Windows finalement. Très bien, mais tu nous diras ça dans quelques instants si tu veux bien. Merci d'être fidèle à Librement Linux, qui est un des seuls podcasts qui aborde les solutions libres Linux, l'informatique et les projets numériques au travers d'informations, de billets et d'échanges. Vous pouvez nous écouter sur le site mancast.fr et sur la chaîne YouTube de Steve, 513v3. Et dans ce numéro, on retrouvera le billet de Steve, avec cette fois-ci un truc de bobologie. J'ai pas tout compris. Bon, on verra ça. On tirera ça au clair. On va également innover dans ce petit numéro. J'appelle ça le comment ça va. Voilà, on va parler à la fois d'actualité, mais également de retour d'expérience. Et puis un petit peu un retour sur ce qui s'est passé sur le salon Matrix. Merci à Enrique de Whitebeat Music pour le générique. Cet épisode est diffusé sous les conditions Creative Commons, attribution 4.0 et le jingle, il en peut plus. Il faut qu'il parte en vacances. Vous pouvez discuter avec nous sur le salon Matrix Librement Linux Podcast. Et puis voilà, puis plein d'infos dans le descriptif de cet épisode. Et nous sommes le dimanche 21 avril 2024 et il est 20h40 et 22 secondes. Ah, ça fait du bien. Je t'interromps juste un instant, juste pour être sûr. C'était pas ton anniversaire il y a quelques jours ? Mon anniversaire, pourquoi ? Je sais pas, il m'avait semblé qu'en fin de compte, quelqu'un de proche devait te faire une surprise party ou un truc comme ça, non ? Mon épouse, mais non, c'est... non, mon anniversaire, c'est plus loin. Donc je te souhaite pas un bon anniversaire, ça va, c'est bon. Non, par avance, non, pas avance, ça va pas le faire. Mais bientôt. Renseigne-toi bien, okay. tu l'auras, la date. Ok, ça va, je verrai ça avec ta femme, ça va. Bon, ça fait du bien, le soleil se couche un peu plus tard, ça caille par contre. Oui, c'est vrai. 0 degré, mais c'est n'importe quoi ce temps. Bon, allez. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous sommes très heureux d'enregistrer cet épisode pour vous ce soir. Et d'ailleurs, Steve, il est très heureux également de faire son billet, n'est-ce pas, Steve ? Le billet. Oui. Librement Linux, le billet de la semaine de Steve. Et tu vas nous parler de Mercurochrome. Oui. Je sais pas du tout. Est-ce que c'est une marque déposée déjà pour commencer ? Je me pose la question. Oui. Donc, avant de commencer, il n'y a absolument aucun sponsoring, ni justement, en tout cas, de collaboration avec la marque. Donc, c'est juste le titre du billet d'humeur. Hein, c'est tout. Donc, pour ceux qui ont la ref, écoutez, voilà. Bon, les loulous, comment ça va ? Vous allez bien ou vous allez bien ? Oui, je vous pose bien. Pas la question. Voilà, je m'en doutais. Bon, vous le savez très bien, je pense que là, il n'y a pas de secret. C'est quand même un défi chaque semaine de pouvoir aborder un sujet dans le biais d'humeur. C'est vrai, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour éventuellement trouver un sujet intéressant, etc., etc. Alors oui, je pourrais vous parler une fois de plus d'open source, du monde libre, ou alors peut-être « Ah non, les GAFAM, c'est pas bien, ils doivent être très intelligents, ils sont si riches. » Oui, donc en même temps, c'est vrai que quand je vois un petit peu sur ton compte bancaire 3 chiffres, j'en conclus donc que non, mais je plaisante, c'est juste que eux, ils savent mieux ce qui est bon pour vous. Ouais. Donc en gros, ça veut dire qu'il faut leur faire confiance. Ouais, c'est ça, tout à fait. Je pourrais aussi vous parler de la troupe d'élite du service informatique de la boîte informatique Voltec, dirigée par notre ami Maurice. Ah, c'est moi, ça fait super plaisir. Non, mais je suis pas sûr que c'était un compliment, là, tu vois. Ah, ok. Ou alors on peut aussi éventuellement... parler de la place tellement négligée de la femme au sein de la communauté informatique, ou plus largement, totalement négligée en règle générale. Enfin, jusqu'à il y a peu, parce que j'ai pu comprendre que depuis le mois d'avril, enfin, ça y est, la femme est maintenant au courant de la composition de leur protection hygiénique. Waouh, c'est quoi cette blague ? Non, tu savais pas ? Voilà, c'est vrai que l'air de rien, c'est une info tellement aberrante que j'arrive pas du tout à concevoir comment ça pouvait être à ce point négligé, de pouvoir éventuellement occulter la conception même
Pardon, de leur serviette, oui, ok. C'est ça, exactement. C'est vrai. Après tout, c'est quand même le siège de la vie depuis tant d'années. Et finalement, là, sur le coup, maintenant, les constructeurs, enfin, je sais pas si on dit ça, des constructeurs, enfin, des producteurs sont obligés maintenant de mettre la composition de ces serviettes hygiéniques. Waouh, c'est un pas en avant. Wow, 2024 les gars, je vous rappelle. Donc en fait jusqu'à présent, elles n'étaient pas au courant. Qui va détailler la composition des couches pour bébé par exemple? Figurez-vous, je fais vite une parenthèse par rapport à ça, c'est que j'ai cru comprendre pendant que je faisais justement ce billet d'humeur et que je faisais ma petite recherche, que manifestement ils avaient trouvé une petite quantité infime de glyphosate dans la composition des serviettes hygiéniques pour femmes. Génial. Alors, pour se dédouaner un peu, il y avait des gars qui avaient dit « Ouais, mais on a fait une petite étude scientifique. En réalité, ça n'a pas du tout la taille d'un sucre par rapport à 20 000 piscines olympiques. » En même temps, je me suis fait la réflexion, c'est vrai, que le mec, je veux dire, il va comparer 20 000 piscines olympiques avec un carré de sucre de glyphosate. Moi j'en prends tous les matins dans mon café, ça me dérange pas, quoi. Ouais, voilà. Après tout, c'est vrai que, comme ils disent, c'est peut-être pas nécessairement mauvais pour la santé, mais par précaution, on va quand même le retirer. C'est ce qu'ils disent aussi. Enfin, soit. Enfin, voilà. Ou alors, je pourrais aussi vous aborder, une fois de plus, la toxicité de la communauté informatique, convaincue que leur prédominance en tant que mâle alpha n'a d'égal que le message tapé grâce au tapotement de leur clavier. J'ai susnommé, leurs gros organes. Enfin, voilà, je pourrais vous parler aussi des commentaires les plus haineux ou même les plus immatures, torchés au Becherel acheté sur Temu. Temu, c'est Wish, si jamais, voilà. Et à ce propos, justement, en parlant de propos haineux et de commentaires... Là, tiens. Ah oh, désolé. Attends, c'est pas fini. Et d'ailleurs, à ce propos, en parlant de commentaires haineux, je sais pas, j'ai fait une petite étude là-dessus aussi, en faisant justement ce billet d'humeur. Alors, manifestement, vous les Français, vous avez 6,6% de moins. En tout cas, c'est le recul sur l'année pour le nombre de naissances en France pour 2023. Ah oui, j'ai vu ça, oui, t'as raison. Ouais. C'est une réflexion que je me suis faite. Avec ça, vous ajoutez aussi le fait que vous, manifestement les Français, vous dormez approximativement en moyenne 6h58 par nuit. Ouais. C'est votre moyenne. Ouais. Alors, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que vous faites de la nuit? Je veux dire, vous ne dormez quasiment pas et vous ne faites pas beaucoup de bébés. Ce qui me laisse à penser qu'effectivement, vous avez manifestement deux possibilités. Soit vous expliquer les raisons pour lesquelles on a été stigmatisés, nous les Belges, pour la pénurie du PQ. Rappelez-vous, il y a quand même quelques années, c'était quand même une bagarre générale si en fin de compte on n'avait pas son rouleau de PQ. Le PQ Journal, ça marche bien. Ou alors effectivement on peut peut-être se retourner sur le côté commentaire haineux, etc., ce qui fait voilà, je sais pas, est-ce que c'est une coïncidence? Je ne sais pas, je vous laisse répondre, vous chers auditeurs, à cette question. Ce qui m'amène, ceci dit, quand même à réaliser ceci, c'est que voilà, moi pour ma part ça me manque le BMX. Vous savez, pour ceux qui ne sont pas nés, ici depuis le siècle dernier, en fait, c'est un vélo de cross qui avait pour pédalier. Il avait un pédalier dentelé, et ça faisait atrocement mal. D'ailleurs, rappelez-vous, quand on se l'éclatait sur le tibia. D'ailleurs, des fois, il restait même accroché tellement que ça faisait super mal. Tu sais que j'ai pété la fourche de mon BMX à force de faire des sauts. Pareil, mais qui n'a pas éclaté la fourche? Puis il avait aussi cette autre fonction, ce BMX en question, parce qu'il nous permettait quand même de profiter du dehors, de nous sociabiliser avec notre bande de potes du quartier. Bon, ok, il y avait toujours cette petite vieille à la fenêtre qui n'arrêtait pas de mater le moindre fait et geste. Tiens, c'est bizarre, une petite vieille qui mate par la fenêtre, qui surveille le moindre fait et geste. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, soit. Bon, si ça se trouve, elle voulait peut-être faire partie de notre bande aussi en même temps, qui sait. Et puis il y a aussi ce BMX, c'était quand même notre arme de séduction quelque part. On faisait des wheelings pour épater la petite Véronique. C'est vrai, ouais. Ah, mais tu sais même pas faire un bunny hop. Oui, un bunny hop, pour ceux qui ne savent pas, le bunny hop, c'est de pouvoir rouler sur sa roue avant. Ah non, ça oui, j'ai essayé de le faire une fois, je me suis pété dedans. Pareil. Alors, oui, parce que effectivement, il y avait quand même des TDC, trou du cul, et ça existait aussi à notre époque, il faut dire ce qui est. Mais pour être certain que le gars comprenne la leçon, il y avait deux possibilités à l'époque.
Tu descends de ton vélo, donc première option bien sûr, tu descends de ton vélo, tu lui files le guidon et tu lui demandes de montrer comment est-ce qu'on fait ce bunny hop. Alors au mieux, il te montre comment, et puis alors tu apprends en toute humilité, ou au pire, il se plante, il ferme sa gueule, point, c'est tout. Deuxième option, tu descends du vélo, tu lui claques une belle tarte, tu remontes sur ton vélo et là t'es certain qu'il fermera sa gueule. L'un dans l'autre, hein, c'est d'accord, ok, les choses étaient plus violentes, c'est vrai, mais elles étaient quand même, faut l'admettre, plus radicales. Plus authentique. C'était pas la meilleure, hein, je vous l'accorde, hein, je suis entièrement d'accord avec vous, c'était pas la... Mais voilà, il y avait quand même un résultat durable. Alors, il y avait aussi, à l'époque, rappelez-vous, ces repas de famille, le temps où on prenait au moins d'aller voir nos aïeux avec l'odeur de tarte aux pommes encore dans le four de mamie. J'ai bien dit dans le four de mamie. Arrêtez un petit peu. Les câlins de Tata Patricia qui nous pinçait les joues et qui nous glissait en secret une pièce de quelques sous pour ensuite aller acheter des bonbons au Courtéou. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce magasin-là. Le Courtéou, c'était effectivement une chaîne de magasins, comme vous aviez le Match, le Deleuze, le supermarché. Bon, vous aviez Carrefour encore dans les années 1900 ? Non, même pas. Je sais pas ce que vous aviez à Leclerc. Oui, peut-être bien à Leclerc. Mais non, vous savez, les petits magasins locaux. On avait Géant. Ouais, enfin, tu vois, le petit magasin de quartier, tu vois, fatalement, c'était la fête à l'indigestion avec à peine 5 francs. Alors, 5 francs belges et 5 francs français, c'était pas la même chose, mais bon, il y avait quand même de quoi se remplir un bon petit sachet de bonbons, quand même, faut dire ce qui est. Et puis voilà, pourquoi ne pas partager en plus de ça avec la bande de potes qu'on se retrouvait justement sur la place du village. Alors, ne vous méprenez pas, hein, par rapport à tout ce que je vous raconte, je ne crache pas du tout sur le monde dans lequel on vit, bien au contraire. Non, parce que non, il est fantastique le monde qu'on vit. Voilà. Mais j'ai cette naïveté de penser que cet excès d'hyperconnectivité, cette personnalité virtuelle créée pour compenser ce qu'on n'est pas du tout dans le réel. Enfin voilà, moi je vous propose juste un truc, les petits gars, même si effectivement je suis en Belgique et que vous êtes justement plus dans le sud, si on se voyait sur la place, on s'en fout de laquelle, hein, mais en mobilette, en trottinette ou même à pied, on s'en fout. Hein. C'est juste le temps de pouvoir s'échanger des mots sympas. D'ailleurs, en plus de ça, il paraît qu'il y aura Véronique. Sait-on jamais ? Génial. Et pour info, tu sais que France Gall et Michel Berger avaient écrit la chanson Des branches en 1980 ou 1979, qui était déjà à l'époque suite à un voyage, je crois, au Japon, un truc comme ça. Michel Berger avait vu que là-bas ils étaient déjà hyper connectés sur les écrans. Enfin, ils étaient déjà vachement sur les écrans, et il avait fait une hymne pour dire arrêtez les écrans, revenez à la réalité, arrêtez d'être devant l'ordinateur, revenez à la réalité, des branches. Voilà. Donc déjà en 1980, alors qu'il n'y avait pas encore les smartphones, Internet, ça n'existait pas. Fou, mais déjà à l'époque, on se souciait il fallait débrancher. Ouais. Moi, je pense vraiment, en fait, en faisant ce biais d'humeur, j'étais parti vraiment dans une espèce de réponse un petit peu à tous ces petits messages un tout petit peu plus agressifs. J'ai pas envie de dire haineux parce que c'est un peu méchant mais tu vois, en me disant voilà, on a raté quelque chose. Il y a un moment donné, on n'était pas aussi hostile à l'époque quand on se retrouvait sur la place du village et on papotait entre nous. Oui, on avait le côté un peu taquin ou quoi, et on savait encore peut-être éventuellement s'exprimer face à face, et on était en tout cas authentique quand on se parlait. Et là, c'est vrai que derrière un écran, on a tendance à se transformer en une personne qu'on n'est pas, déjà pour commencer, et je ne suis pas convaincu toujours qu'on aura exactement les mêmes propos si on était en live, en IRL, comme ils disent. Et c'est en ça, justement, que j'ai voulu faire ce biais d'humain dans ce sens-là, en fait. Le problème, c'est que les faits d'actualité actuels démontrent qu'il y a un problème. Il y a justement ce qui se passait sur les réseaux sociaux sont en train de se transposer dans les réalités. La violence qu'il y a sur les réseaux sociaux sont en train de se transposer sur les réalités. Je ne vais pas vous rappeler les quelques meurtres qu'il y a eu récemment. Ouais, tout à fait. Voilà, donc ça pose un problème. Et c'est pas maintenant, il faut débranche, arrêter d'être sur les réseaux sociaux, mais il y a un problème parce que les gens n'arrivent plus à se comporter correctement. C'est voilà. Ouais, en règle générale, pardon. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Bon, le truc, c'était bien silencieux. Ah, ben d'accord. Je crois qu'on a perdu. Je crois qu'on a fait. Non, je suis là, j'écoutais. Religieusement. Religieusement, tout ça. Bon, très bien. Mais non, j'ai rien à rajouter. Je crois que vous avez tout dit. Oui, ça va. Sans faire de politique, je pense qu'on a tout dit, en effet. Ça, c'était beau, ça aussi. Oh, magnifiquement bien placé. J'adore. Bravo. Je t'en prie.
Bon, et là, les deux loulous, vous savez pas, mais ils m'attendent au tournant, parce que d'habitude, on a un conducteur, et là, le conducteur est vide, donc il me dit, ils sont en train de se dire, comment ils vont enchaîner la suite. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire après maintenant, hein? Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ouais, tout à fait. Eh ben, c'est la bonne question. On va quand même parler d'actualité. On va parler de notre actualité, de l'actualité en règle générale. On va essayer d'aborder plein de sujets, mais sans forcément les avoir préparés. Alors, on les a un petit peu préparés en off. En fait, on s'est dit ce qu'on a vu, mais on n'a rien retenu. Mais on voulait quand même échanger. Donc, on va faire quand même l'actualité malgré nous. Librement Linux. À vous, Cognac, l'actualité. Et Jérémy, le Tux, je vais quand même te lancer, parce que je trouve que tu nous en as vachement bien parlé. Bientôt va sortir la nouvelle version d'Ubuntu, n'est-ce pas? Oh, oui. Voilà, j'ai tout dit. C'est bon, suivant. T'as été un peu plus bavard tout à l'heure. Ouais. Non, j'ai en fait, il y a une semaine maintenant, la bêta est sortie, et donc, je suis un peu curieux d'Ubuntu, puisque, comme vous le savez, j'utilise Linux Mint, qui est basé sur Ubuntu, et donc je me suis dit, on va voir ce qu'il y a sous le capot de la nouvelle Ubuntu, qui va être le nouveau moteur de la nouvelle Linux Mint dans quelques mois. Et puis en fait, Ubuntu déjà, il y a un truc qui me dérange depuis quelque temps, c'est le snap. Ah oui, moi, ça fait beaucoup de débat. Je suis pas Snap, je suis Flatpak. Ouais. Mais voilà. Et donc la nouvelle version d'Ubuntu, on voit que ils poussent encore un peu plus leur format Snap. Et alors déjà, faut savoir, Thunderbird, le client mail installé de base, passe au format Snap. Il est plus disponible au format Dev comme il l'était jusqu'à présent. En ça, il rejoint ce qu'ils avaient déjà fait pour un certain nombre d'applications dans Firefox, dont Chromium, dans les versions passées. Donc là, une nouvelle étape. Mais surtout, ils ont changé leur gestionnaire de logiciels. L'Ubuntu Software, ça s'appelait avant. Maintenant, ça s'appelle le centre d'application. Alors, en anglais, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bon, c'est pas très important. Oui. Et en fait, ce centre d'application, par défaut, il va d'abord présenter et nous proposer d'installer des snaps. Pour pouvoir voir les fameux paquets deb natifs de la distribution, il va falloir aller dans les paramètres, pas dans les paramètres, mais appliquer un filtre pour voir les paquets deb. C'est pas vrai, donc par défaut, tu n'auras que les snaps. Il répond en tout cas, quand tu as un logiciel qui est disponible dans les deux formats, il va répondre avec le snap par défaut. D'accord. Alors je rappelle que tu as essayé la version bêta, donc c'est pour ça que tu es sûr du fonctionnement. C'est pas des propos que tu as lus ou qui ont été rapportés, tu as fait tes propres tests. Voilà, j'ai fait mes propres tests et voilà. Alors ça c'est de première déception. Alors par contre, il est vrai que par rapport à l'Ubuntu Software, leur nouveau centre d'application, il est beaucoup plus réactif. Alors, il est fait avec une technologie qui s'appelle Flutter. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, un kit de développement qui... Il y a du Python derrière Flutter, je crois, non? C'est pas ça? Flutter, non, je crois que... je sais pas, je t'avouerai que je n'ai pas été creusé par tout ça, mais je crois que c'est surtout que c'est Google qui est derrière. D'accord. Et donc c'est vachement plus réactif que l'ancien qui était, je sais pas avec quoi. J'ai fait avec quoi, mais ok. Oui, donc voilà, mais par contre, donc ça présente une nouvelle interface, c'est un peu plus sobre, mais attention, attendez-vous à installer par défaut du Flutter. Du Snap, pardon. Du Snap, pardon. Du snap, du flap. Non, c'est pas du flap. Alors après, pour avoir du Flatpak, vous pouvez toujours installer le GNOME Software. Si vous voulez installer Flatpak avec une interface graphique, c'est toujours faisable. Le GNOME Software s'installe depuis les dépôts. Il faudra faire ça en ligne de commande parce que si vous cherchez Flatpak dans le centre d'application, je pense pas que vous le trouviez. J'ai pas essayé, mais vu que c'est du Deb, ça va être un peu compliqué pour le trouver facilement. Alors, autre grosse déception aussi, c'est que pour tester Ubuntu 24.04, qui s'appelle
Alors le nom, au début, je savais pas ce que c'était, puisque c'était un animal que je connaissais pas. Vous savez, ils utilisent toujours un adjectif et suivi d'un nom d'animal. Ouais, là, c'est le Numble Numbat, c'est ça? Voilà, le numbat. Alors en fait, le numbat, c'est un animal, on l'appelle aussi comme ça en français. Bon, en français, on lui donne un autre nom aussi. Nibbler dans Futurama, c'est pas ça? Nibbler. Non, je plaisante. Pour ceux qui n'ont pas la référence, Nibbler est un extraterrestre venu sur Terre. Bon, bref. Non, le numbat, en fait, c'est un fourmilier qui est exclusivement présent en Australie occidentale. Tout petit, un animal qui fait... un marsupial australien, d'accord. Un marsupial australien, voilà, il fait entre 17 et 30 cm, avec une queue qui est aussi longue que son corps à peu près, qui est avec des zébrures. On pourrait presque croire à un tatou, mais non, c'est pas un tatou. Des zébrures et puis ça mange, comme beaucoup de marsupiaux, des fourmis et des termites. Voilà, donc le nom de cette version de Ubuntu, c'est Noble Numbat. Et donc Numbat, j'ai voulu l'installer pour le tester. Et puis figurez-vous que ça a pris 2h30. Mais qu'est-ce que tu as foutu pendant 2h30 pour installer Ubuntu? En gros, je suis parti, j'ai fait des cours, je suis revenu, c'était toujours en train d'installer. Et encore, je n'ai installé que la version par défaut. Donc la version par défaut, ça va me permettre de présenter un peu une nouveauté de cette version. La version par défaut, c'est la version minimaliste. Donc en gros, vous avez juste un navigateur, quelques utilitaires, rien du tout, rien d'autre, pas d'autres logiciels. Moi je trouve ça génial parce que comme ça on n'a pas obligé de désinstaller tout ce qu'on n'utilise pas pour installer tout ce qu'on utilise, mais quand même 2h30 d'install pour la version ça par fait défaut. Un peu long. T'as reformaté le disque en quoi? En XT4 j'imagine? Je suis parti du from scratch, nouvelle partition, disque SSD, alors une machine qui a 10 ans, c'est un vieux Core i5, je sais plus combien, mais vous regardez, il y a 10 ans à peu près, c'était cela. Mais la version 22.04, je mets 25 minutes à l'installer. Là, 2h30, c'était un peu long. Alors je me dis, la version longue, qui mais c'est ça, t'as pris la version longue, c'est pour ça. Non, là j'ai pris la version courte, la version par défaut, donc la version complète, la version longue. Je sais pas combien de temps ça mettra pour s'installer, mais j'espère que c'est uniquement un bug dans la version bêta, que la version définitive posera pas autant de problèmes parce qu'il n'y a pas plus de logiciels. Ce qui est bloqué visiblement, c'est l'autorisation des applications avec la technologie, on cherchait le nom tout à l'heure, off, je l'ai pas retrouvé depuis, ce qui permet de sécuriser les applications sous Linux en autorisant ou pas leur exécution. Ah, le truc militaire là, ça y est, ça commence à me revenir. C'est pas ça, non? C'est Armor ou je sais pas quoi, un truc comme ça. D'accord, bon, on retrouvera. En tout cas, c'est pas... Voilà, ou sinon vous irez sur les release notes, ils en parlent, puisque cette nouvelle version est censée aussi améliorer la sécurité, notamment avec la possibilité de chiffrer son disque complètement avec un truc, alors ça va faire hurler Cédrix, mais avec TPM. Et voilà, pour faire un peu comme Windows 11. En fait, vous savez, Windows 11, vous chiffrez votre disque et puis après vous pleurez parce que vous pouvez plus rien récupérer et que si vous réinitialisez BIOS, vous avez tout perdu. Là, ça va être la même chose avec Ubuntu. Il prend, alors pour l'instant, c'est à stade expérimental, mais il prend la technologie TPM pour chiffrer le disque et vous n'êtes plus obligé de rentrer une périphrase. Ouais. Je l'ai pas testé, j'avoue, parce que par défaut, moi, je fuis toutes ces protections, je désactive le Secure BIOS, et voilà. Mais en tout cas, c'est annoncé pour l'instant en expérimental, et voilà. Autre nouveauté. Vous saviez que jusqu'à présent, Ubuntu LTS, donc pour support à long terme, intégrait un noyau qui avait aussi du support à long terme. Non, là, cette fois-ci, les développeurs, ils ont décidé d'intégrer directement la dernière version du noyau, c'est-à-dire la version 6.8. C'est bien, les nouvelles machines tout récentes qui viennent de sortir pourront installer Ubuntu 24.04. Et pas celle qu'on plus de 10 ans. Par contre, après, je sais pas en termes de stabilité sur les versions du noyau, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle version du noyau, Ubuntu va la proposer dans ses mises à jour, ou qu'au bout de 6 mois, de toute façon, le noyau il sera plus supporté, donc on sera obligé de changer. Mais voilà, sûrement la 24.0, c'est bien la 24.04, elle sera pas LTS, si, non?
Si, c'est une version LTS, donc support pour le grand public, on va dire 5 ans, pour les professionnels, 12 ans. Professionnels, ça veut dire ceux qui payent l'extension de support. C'est incroyable. Incroyable. Voilà, voilà, c'est mes petits tests que j'ai fait ces derniers jours. J'avoue que, à part, on va dire quand même, ça vient version Ubuntu avec GNOME 46, donc la super recherche globale sur tous les endroits indexés. La disponibilité GNOME 46, on en avait déjà parlé, mais je vous fais un short avec donc les comptes en ligne qui intègrent désormais OneDrive Microsoft, mais bon, ça, c'est pour ceux qui l'utilisent. OneDrive. Je connais pas. Non, mais c'est surtout le WebDAV qui est pris en charge, qui est intéressant pour les gens qui sont plus orientés open source, les solutions ouvertes. Puis c'est tout, je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur GNOME 46. Bon, il y a peut-être des choses que j'oublie, mais c'est pas bien important. Voilà. Bon, en tout cas, pour l'instant, je continue de jouer encore un peu avec. Il est prévu pour le 25 avril, la nouvelle version de la distrib. On verra s'ils vont prendre du retard, parce que je sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais la bêta avait déjà une semaine de retard, parce qu'il y avait la fameuse phase XY, YZ, je sais plus, Cédric. Ah oui, XZ, là, utile, je sais pas quoi. Je sais plus quoi, voilà, qui s'était introduite sur leur dépôt juste avant de sortir la bêta, donc rétroprédalage, donc refaire les images ISO, etc. Ça a pris un peu de temps, une semaine, donc. Est-ce qu'on n'aura que 15 jours de bêta testing sur la 24.04 ou est-ce qu'ils vont décaler la sortie d'une semaine? A priori, de ce que j'ai lu, c'est pas parti pour, c'est toujours maintenu au 25 avril. Donc on verra. Rendez-vous au prochain épisode pour annoncer officiellement la sortie. Ouais, le 25 avril, c'est ça sort. Ouais, quoi. Nous, après, on en parlera dans notre prochain épisode, peut-être. Oui. Pour nous dire que d'ici là, la version d'Ubuntu est devenue géniale, qu'ils ont corrigé tous les problèmes que... Oui, que tu mets pas 2h30 pour installer le truc. Ouais. Steve, tu voulais rajouter ou tu voulais réagir? J'avais une question, parce que finalement, si j'ai bien compris, étant moi en tout cas le nouveau venu, c'est vrai que nous, quand on arrive, on voit que Ubuntu. Mais à côté de ça, moi j'ai pu comprendre que Ubuntu quand même défraye un peu les chroniques parce qu'ils avaient quand même décidé de prendre des tournants ou des décisions qui sont un petit peu à l'encontre du côté du monde libre. Est-ce que là, ici, finalement, le Tux, tu me dis que la politique de Ubuntu est en train de vraiment prendre un virage où le monde libre est de moins en moins respecté, ou alors c'est moi qui me trompe totalement et qu'en fin de compte, je devrais avoir la liberté d'aller voir ailleurs, quoi. Non, le virage, il est pris déjà depuis plusieurs années, c'est juste qu'ils font du forcing. Bon, après, Ubuntu, ils ont toujours eu... pas Ubuntu, Canonical, qui est derrière Ubuntu, a toujours eu des bonnes idées. Ils ont sorti des trucs qui s'appellent par exemple Unity. Ils ont réinventé GNOME avec Unity. Ils ont sorti Mir. Mir, à part c'est le suite de Myrlène, c'est ça, hein, qui s'est craché. Mir n'a jamais décollé. Et en fait, aujourd'hui, c'est Wayland qui a remporté le marché et tout ça. Et donc, là, avec Snap, ça fait une dizaine d'années qu'ils essaient de pousser leur format. Bon, moi je vois en termes de développement, les développeurs, ou en tout cas les développeurs open source, ont fait le choix de Flatpak plutôt que de pousser Snap, mais Ubuntu continue à pousser Snap. Ils ne proposent pas Flatpak par défaut. Voilà. Après, derrière, Ubuntu, ce qui est intéressant, c'est que ça va être son noyau. Son cœur, qui va être récupéré par plein d'autres distributions qui, eux, vont virer tout ce qui leur plaise pas de Ubuntu pour rester sur des trucs un peu plus dans les rails par rapport à la communauté open source et au logiciel libre. Ça va être bien, parce qu'entre le BTRFS et les Snap ou les FAT, pardon, pas les FLAT. Il va bientôt plus avoir d'espace disque sur le disque dur. Hein, non, mais là, eux, c'est pas le BTRFS qui propose, c'est le ZFS. Ah oui, d'accord. C'est ZDFS, je sais plus le forme. ZFS, c'est ça, mais je ne me trompe pas, qui permet de chiffrer, justement, c'est ce qu'ils utilisent pour chiffrer ton disque avec TMP. Non, si, c'est un TMP.
TPM, pardon. TPMP, c'est autre chose. J'ai eu peur, la merde. Là dans le poste, tout ça, voilà quoi. Donc non, eux, c'est pas, contrairement à Fedora qui pousse vers le BTRFS, eux ils poussent plutôt vers le ZFS. Mais alors après ça, c'est aussi bien l'un comme l'autre. Ça n'a d'intérêt qu'à partir du moment où tu as des systèmes de stockage tellement importants que... Oui, c'est ce que je dis, il faut un sacré espace de stockage. Parce que là, j'ai appris que le BTRFS, tu pouvais sucrer facilement, sans trop forcer, 50% de l'espace disque de ton disque dur. Hein. C'est bah oui, parce que t'as de la réplication, des protections. Oui, t'as du CRC, ouais. Voilà. Ouais. Donc voilà. Mais ça n'a d'intérêt, ces deux systèmes-là, pour moi, en tout cas de ce que j'en ai lu et tout ça, n'ont d'intérêt qu'à partir du moment où tu as des pétaoctets de stockage, parce que derrière, justement, sur des serveurs, tu vas avoir des sécurités supplémentaires, de contrôle de parité, de la réplication, des snapshots, etc. Ouais. Mais pour une version de bureau, je ne vois pas pourquoi ils nous poussent à aller vers ces trucs-là, alors que l'extended... sur le Mac 4, mémoire de 32 mégas, ça fait un peu chaud, hein. Voilà. Non, mais après, et puis les standard 4 pour l'instant ça va quoi, c'est bon ça oui, tout à fait. Pour l'utilisateur lambda que nous sommes, il n'y a pas besoin de plus. Pareil, le chiffrement avec le TPM, franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Oui, qu'est-ce qu'on en a à foutre, je suis d'accord. Alors, par contre, c'est bien qu'ils s'y intéressent et qu'il y ait des développements dessus. Si tu veux, ça évite de prendre du retard sur des technologies qui pourraient apparaître d'ici 5, 10 ou 15 ans, tu vois. C'est pas déconnant qu'ils jettent un œil et qu'ils disent, bon, allez, on va essayer de maîtriser également ce TPM. Non, voilà, c'est bien en termes mais après l'utilisateur a le choix. Ils sont pas obligés de chiffrer, ils sont pas obligés d'utiliser des ZFS, ils sont pas obligés. Alors, si sous Ubuntu, je crois que par défaut, ils te posent pas la question, ton système de fichiers c'est BTRFS. Tu peux pas changer au moment de l'installation ? Ben, il me semble pas. Je sais pas. J'avoue que je fais les installations de Fedora au plus simple, avec le moins de paramétrage possible. Donc j'ai pas vérifié qu'on pouvait changer, mais je sais que si tu restes sur les paramètres par défaut, tu as du BTRFS par défaut. Voilà. C'est bon. Après. Rien ne t'empêche de changer. Hein. Pour ceux qui mettent, parce que je pense que tu as toujours possibilité de repartir sur le XT ou un truc comme ça avancée, ou de formater ton disque d'abord avec un Gparted et puis après tu appliques tes points de montage où il faut. Je pense que ça marche toujours ça. Mais c'est un peu plus compliqué. Pour revenir à ta question, Steve, moi je suis persuadé que, évidemment, que tu prends un parti pris à un moment et tu dis, voilà, on va aller dans ce sens, il faut que tu aies quand même une ligne directrice, il faut que tu aies une vision de ce que tu veux faire avec ta distribution. Donc en effet, alors après eux, c'est discutable parce qu'ils essayent également d'imposer leur technologie. Mais j'ai envie de dire, ils seraient cons de pas le faire. Ils ont la possibilité, ils font du développement, ils développent certaines technologies qui peuvent être critiquables, mais ils essayent de l'imposer. Après, ça match ou ça matche pas. J'ai envie de dire qu'ils te tentent à rien, n'a rien. Après, par rapport à l'open source, j'ai envie de dire, oui, on est libre de suivre ou pas, et je sais pas après si leur politique est contraire à l'open source ou pas. Non, je dirais pas qu'elle est contraire à l'open source. Par contre, ce que je regrette chez eux, c'est que Snap, c'est un format semi-propriétaire. Je m'explique. Ok, le client Snap, il est open source. Mais par contre, derrière, le serveur Snap, il est propriétaire. Et il n'y a qu'eux qui ont la main dessus. Il n'est pas possible de monter un autre dépôt Snap pour toi. Tu veux mettre à disposition. Non, tu es obligé de passer par eux. Donc derrière, on connaît, ça s'appelle l'Apple Store, ça s'appelle Google Play, ça s'appelle Microsoft Store, où tu es obligé de passer par le magasin. Et puis après, la prochaine étape, tu es peut-être obligé de payer pour accéder au magasin. C'est ça qui me dérange un peu avec le Snap. De plus en plus, c'est sous le couvert, eux ils le font, c'est sous couvert de sécurité. Quand je dis eux, c'est Microsoft ou Apple, c'est sous couvert de sécurité en disant nos stores sont sécurisés, ils sont contrôlés, on a la même mise dessus, justement pour que ce soit un environnement safe. Et donc ils jouent là-dessus. Et j'ai l'impression que de plus en plus de systèmes se ferment au profit de la sécurité. Canonical,
donnent le même argument. En disant que comme c'est eux qui vérifient tout, qui mettent à disposition, on est sûr que derrière, les paquets fournis, ils sont sains. Mais alors, on va aller jusqu'au boutiste, on va aller jusqu'au bout de cette réflexion. Donc, donc on fait des dépôts de logiciels fermés pour justement en avoir le contrôle. Pourquoi alors le code source est ouvert? On pourrait le fermer, comme ça au moins on en a le contrôle, on est sûr qu'il n'y a pas n'importe qui peut introduire du code malveillant, comme il s'est passé récemment avec la librairie de compression. Donc on peut aller loin, donc en effet c'est malsain. Si on va jusqu'au bout de cette réflexion, c'est très malsain. Il faut qu'on arrive à trouver des solutions ouvertes, sans forcément que, en effet, il y ait des échanges de programmes malveillants dessus. Voilà. Ouais. Mais ouais, c'est un... Non, mais après, il y a côté Flatpak, derrière, il y a les badges pour les organismes assermentés, pas assermentés, mais fiables. Par exemple, LibreOffice, Mozilla et tout ça, où en fait, on a un petit badge pour dire que c'est bien eux qui alimentent le dépôt. Les autres, il n'y a pas le badge. Mais oui, mais c'est qui donne ce badge? C'est Elon Musk contre 1 euro, c'est ça? Non, c'est la communauté qui est derrière Flatpak. Ouais. Oui. Quand tu as une communauté bienveillante, quand tu as une communauté active, ça peut marcher. Ouais, le badge n'est pas, c'est juste une indication. C'est pour dire que c'est bien le développeur qui, parce que après sous Flatpak, il y en a beaucoup. Par exemple, j'espère que je ne dis pas une bêtise, mais il me semble que pendant très longtemps, comme ça s'appelle, Google Chrome était disponible en format Flatpak, mais c'est pas Google qui package le Flatpak. Donc ça pourrait être, la personne qui le package pourrait introduire dans le code des éléments non bienveillants. Ouais. Voilà, c'est juste, ça permet d'avoir une indication, c'est en rien, ça ne retire en rien, c'est pas comme le petit Bluebird de Twitter qui dit que t'as payé bien cher pour l'avoir, quoi. D'ailleurs, il est revenu derrière pour réidentifier, je sais pas si vous avez vu. Oui, sans savoir, et ça revient. Maintenant, il veut combattre les bots. Donc, pour empêcher que les bots s'inscrivent sur Twitter, il veut faire payer une cotisation de 1 euro. Voilà. D'accord, très bien. Je sais pas si ça va faire revenir les gens. Bon, bref, c'est pas le débat, mais... Ok. Steve, t'as déjà essayé Ubuntu ou pas du tout? Oui, mais comme j'ai toujours dit, malheureusement, et ça c'est une histoire de goût certainement, en tout cas une histoire de très mauvaise orientation au tout début quand j'ai voulu faire la découverte de Linux, c'est que je n'aime absolument pas du tout les distributions orientées Debian, donc fatalement Ubuntu ayant un noyau d'origine de là, malheureusement j'ai un peu de mal. Je sais pas expliquer pourquoi, mais j'y arrive pas. Je n'aime pas, je n'adhère pas du tout, et puis voilà, donc en fait Ubuntu ça fait quoi, une installation, si pour faire mes présentations sur vidéo je l'ai fait parce que fatalement c'est ce qui est de plus populaire et qui parle le plus et qui a peut-être une consonance un peu plus familière aux utilisateurs qui veulent peut-être faire le premier pas sur Linux. Et donc résultat des courses, oui, j'utilise Ubuntu pour me faire des exemples. Durée de vie, expérience de vie sur mon PC, 30 minutes. Oui, voilà, tu vas faire la vidéo, quoi. Voilà, c'est ça, voilà. Sur Debian, pourquoi Debian? Pourquoi t'as une haine sur Debian? Mais je vous avoue, j'ai pas de haine, je vous rassure tout de suite, parce que sinon après on va avoir des commentaires. Ouais, t'as une petite tendance politique. Non, pas du tout les gars, mais non, je suis belge déjà pour commencer, comment tu veux, quoi. Non, en fait, je sais pas du tout l'expliquer. Et pourtant, mes premières découvertes et mes premiers amours, c'est Pop! OS. Donc c'est ça qui est assez marrant, puisque fatalement, on est sur un noyau Debian. Mais je sais pas, c'est quand j'ai commencé vraiment à aller un peu plus en profondeur et à vouloir justement tester d'autres distributions et finalement constater pas nécessairement que l'herbe est plus verte ailleurs, mais qu'il y a quelque part, je sais pas, plus d'affinité, une facilité de comprendre peut-être les différentes commandes qui sont pourtant fondamentalement, à part quelques mots de commandes différentes, mais voilà, je veux dire, sudo apt update, je pense qu'en fin de compte, c'est pas si difficile que ça de pouvoir justement l'intégrer comme commande dans le terminal, mais voilà, je sais pas, je n'arrive pas à l'expliquer. J'ai plus, par exemple, facile à comprendre
Arc Linux par exemple, alors que fatalement tout le monde est tout le monde est en train de dire ouais non c'est instable. Comment tu mets à jour en ligne de commande? J'ai jamais su en fait. Ah putain oui, attends, je l'ai dans la tête là, mais c'est avec le truc. C'est le pot de yaourt là, c'est ça? Non, ouais, c'est ça. Non, c'est pas yaourt, c'est pas Yast. C'est Pac. C'est Pac-Man, oui, c'est ça, c'est Pac-Man avec oh putain, là de tête, je saurais pas te le dire, mais bon, oui. D'accord, c'était un piège. Voilà, bon, très bien. Merci hein. Je t'en prie. Merci. Alors, tu la couperas au montage celle-là. Ou pas. Merci Tux en tout cas pour ton retour et ton test sur Ubuntu. Donc vivant les articles. Les articles qui sont... Ouais, j'ai un article qui va annoncer, mais sans mes commentaires critiques, quoi. Si, avec quand même un peu de critique sur la nouvelle version, mais j'attends d'avoir la version définitive pour consolider tout ça. Puis après, vous trouverez aussi sur Numitopia les guides de mise à jour, de mise à niveau pour passer depuis soit à Ubuntu 22.04, soit à Ubuntu 23.10. À Ubuntu 24.4 et bien entendu aussi un petit guide pour l'installation qui d'ailleurs a aussi un peu changé, évolué avec de nouveaux panneaux, des nouvelles questions, une réorganisation. Rien de bien compliqué pour ceux qui sont déjà habitués, mais c'est juste ça a un petit peu évolué. Et ça prend 2h30 pour la version. Oui, donc tu vas pas le faire tous les 4 matins en fait. Ouais, c'est ça quoi. Non, la prochaine fois que je le réinstalle, c'est quand il y aura la version définitive. Bon, très bien. Et bien tout de suite, on va enchaîner sur le bulletin de sécurité. Librement Linux. Votre Logitech a été mise à jour avec succès. La météo sécurité. Oh là là, cette voix, dis donc, je m'en lasse pas. Je voulais vous parler de 3 failles de sécurité cette semaine. Il y en a bien eu plus, évidemment, mais vous allez comprendre pourquoi je veux vous en parler. La première concerne MySQL, le SGBD, gestionnaire de base de données, le serveur de gestion de base de données, MySQL, qu'il faut absolument patcher, problème de vulnérabilité, déni de service, accès aux données sans le vouloir, etc. Voilà, très bien. Deuxième vulnérabilité, Java, voilà, pareil, problème de service, etc. Troisième vulnérabilité, VirtualBox. Quel est le point commun entre ces 3 applications? Vous le savez? Oracle. Oracle, merci. MySQL, c'est MySQL ou MariaDB est aussi concerné? Non, MySQL. Non, c'est bien MySQL de Oracle, de chez Oracle. Pas le fork. Évidemment, les points communs, c'est Oracle. Alors, l'histoire ne dit pas si Oracle s'est réveillé en disant « Oh, dites donc, on a 3 dossiers là qu'il va falloir pousser ». Voilà. Ou est-ce qu'ils ont eu un souci commun entre ces 3 solutions? Bon, en tout cas, mettez à jour, comme d'habitude, mettez à jour, s'il vous plaît, vos applications. Faites un apt update ou un DNF update. Ça mange pas de pain. Bref. Ou un Pac-Man update, c'est ça? Je sais pas comment on écrit Pac-Man. Pac-Man, -S majuscule, Y minuscule, et puis après, oui, c'est bien ce qui me semblait. Il y a plein de trucs. C'est pas vrai. Et après, on vient m'emmerder en disant apt update. Et apt upgrade, c'est trop compliqué, il faut écrire 2 commandes. Non mais vous foutez de la gueule, là. Bon. Et question subsidiaire, parce que c'est vrai que moi je baigne dans l'informatique et dans l'informatique d'entreprise, donc je sais ce que veut dire un SGBD. Est-ce que vous savez ce que c'est un SGBD, un gestionnaire de base de données? Ne répondez pas tous en même temps. J'essayais de trouver la formulation, mais j'attendais de voir si le Tux avait une meilleure formulation. Non, mais j'attendais que tu répondes à ma place. On va aller loin là, comme ça. Faire un ping-pong. Ouais, pareil que le Tux. Moi, je dis, on a la même définition, mais on n'ose pas le dire, on est trop cuit. C'est ça. En fait, tout le monde entend parler de base de données, parce que c'est quand même un mot qui est passé dans le vocabulaire courant. On a une vague idée de ce que ça peut être, et encore, mais en fait, concrètement, on ne sait pas ce que c'est. Et un gestionnaire de base de données, c'est un serveur qui gère des bases de données, et une base de données, comment vous dire sans être vulgaire? Alors, pour ceux qui viennent de chez Microsoft, vous ouvrez une feuille Excel, ok, vous y êtes, très bien. Pour ceux qui sont dans le monde libre, vous allez ouvrir une feuille calque, ok, et là-dedans, vous allez avoir des lignes et des colonnes.
Et bien en fait, une base de données va contenir plein de classeurs, comme ça s'appelle des tables, va contenir plein de tables avec des informations à l'intérieur. Et chose magique, on peut faire des relations entre toutes ces tables. Ouais, oh là là, tu vas nous faire un cours sur la base de données. Bah ouais, mais ça me ramène à l'école. Voilà, je voulais le dire rapidement parce que les gens s'imaginent plein de choses, mais en fait, ce sont simplement des classeurs de votre calque ou d'Excel, tout simplement. C'est ça la base de données, ni plus ni moins. Ouais, oui, c'est ça, c'est un multiple classeur avec des relations entre les différentes tables. Mais on peut faire aussi des relations avec calque ou gros mots, quoi. C'est exactement ça. Bon, après, il y a des notions d'optimisation, etc. Mais c'est ça, en fait, un SGBD, une base de données. Voilà, vous serez un peu moins... Et tu as un identifiant unique à chacune de tes lignes de ta base. Qui s'appelle pas forcément ID et qui est pas forcément numérique. Tout à fait. Mais c'est caractérisé par avec ce qu'on appelle une clé primaire. Oui, c'est ça. Après voilà. J'ai un petit retour 25 ans en arrière. Ah, n'est-ce pas? Après, est-ce que tu avais vu les triggers aussi, les procédures stockées? Ouais, j'ai vu ça, mais je t'avoue que moi, j'ai jamais été très loin, puisque mon petit site web, avant que je passe sur un CMS, je le faisais moi-même, mais mes relations, elles étaient très simples, très basiques. Mais c'est très puissant quand on veut mémoriser des informations. On a plusieurs possibilités. Soit on s'appuie sur des fichiers standards. On peut faire du fichier CSV, du fichier texte. CSV, texte, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y en a un qui est structuré et pas l'autre. Donc on s'appuie soit sur des fichiers, soit sur de la base de données. Aujourd'hui, en base de données, on a MySQL, on a Postgre. Donc là, voilà, ce sont deux produits qui sont open source et gratuits. Ensuite, dans le monde propriétaire, on a Microsoft SQL, on a Oracle, et puis j'en oublie d'autres. Voilà, à peu près les grands principaux SGBD. C'était intéressant? Oui, vraiment. Ça m'a ramené aussi quelques années en arrière, je vous avoue. Aussi étrange que ça puisse paraître, mais vraiment. Si, il y a une base de données, alors, je sais plus comment ça s'appelle, son nom m'échappe, mais qui est toute petite, que tu peux embarquer. Ah, SQLite. Non, c'est pas celle-là à laquelle je pensais. Ah d'accord. En tout cas, SQLite est une petite base de données où on n'a pas besoin d'installer un moteur. En fait, toute la base de données est contenue dans un fichier. Et l'avantage, c'est que tu peux la trimballer n'importe où. Il suffit d'avoir l'exécutable qui peut interroger, lire, écrire ou modifier le contenu de ça. Une autre petite base de données, je vois pas ce que tu veux dire. Qui est sur le même principe que... SQL Express ? Non, c'est... son nom m'échappe. Bon. Microsoft Access ? Non, ça va... DB2 Bon, ça reviendra peut-être avant la fin ? Ouais, ça me reviendra, mais... Allez, on enchaîne pour la conclusion. C'est ça. Ah oui, en conclusion, avant de partir à la conclusion, il y avait quand même une sortie de la semaine. C'est vrai. Alors attends, c'est ça de faire ça sans conducteur. Bah alors attends, je vais enchaîner. Tu sais quoi ? On a même un jingle pour ça. Librement Linux, les sorties de la semaine. Je t'en prie, le Tux. Fais-toi plaisir. Ouais. Firefox. Nouvelle version. Bon, il n'y a rien à dire de particulier. Super, merci. Mais c'était pour marquer le coup de dire... Bon, il y a eu aussi LXQT qui est passé en version 2. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Il y a eu quelques petites sorties, mais bon, pas grand-chose pour lequel on va s'attarder à décrire les nouveautés de tout ça. Mais c'était Firefox 125, je ne l'ai pas dit, et je crois qu'on en a parlé vaguement la dernière fois, ou je ne sais plus. Il y a Kodi 21 qui est sorti il y a un peu plus d'une semaine. Kodi 21, oui, je crois qu'on en a déjà parlé de mémoire. Tout à fait. Ouais. Ça me dit quelque chose. Ok, très bien. Donc cette fois-ci, on va pouvoir partir sur la conclusion. Conclusion avec le petit coin des poditeurs. Je voulais remercier Nima et Stouff 91 qui vient de rejoindre le salon Matrix et qui échange sur le meilleur bureau qui peut exister. Est-ce que vous êtes la team Gnome ou la team KDE Plasma? Surtout qu'il posait la question à savoir sous Fedora quel environnement il devait utiliser. Et c'est vrai que mon argument mon argument est de dire pourquoi se prendre la tête, on utilise le standard et au moins on se fait pas yesh. Voilà. Ouais, mais je crois qu'il y en a un qui était perturbé parce qu'il n'y avait pas de clic droit de la souris.
Ah oui. Après, il n'y a pas de clic droit sur le bureau. Oui, il n'y a pas de clic droit. Si, on peut modifier l'arrière-plan. Moi, j'ai un clic droit. J'ai pas compris. J'ai vu qu'il parlait qu'il n'arrivait pas à faire un clic droit avec son pad. Il y a peut-être un problème de pilote. Et voilà. Moi, je sais que sur mon laptop, le clic droit du pad fonctionne, donc j'ai pas trop saisi. Mais bon, après, c'est vrai. Pourquoi un clic droit? Oui, sur Apple, ils se sont pas posé la question. Je crois que maintenant, ils font des souris à 2 boutons. Apple ? Ouais, ils prennent en charge les souris à 2 boutons. Pardon. Ça nous coûte plus cher, ça. Bah non, tu prends une Logitech, ça va. Steve, tu voulais rajouter autre chose ? Non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Clic gauche ou clic droit? T'es team droite ou team gauche? Non, mais moi je suis celui du bouton du milieu. Toi t'es du centre, c'est ça. C'est ça, je suis centre, c'est ça. Ouais, c'est ça, celui qui prend pas des décisions en fait. Il fait juste que scroller. Ouais, exactement. C'est déjà pas mal, hein. Et franchement, rien que ça, vous imaginez quand même l'exercice qu'il y a de pouvoir justement, en tout cas, faire tourner la roulette. Parce que pendant un petit moment, ça fait des kilomètres de scrollage. Alors, je vais t'apprendre un truc. Sur ton clavier, t'as 2 boutons qui s'appellent page up, page down. Ça va beaucoup plus vite que le... Ouais. C'est vrai, j'avoue. Aussi. Ouais, mais quand t'as pas de clavier, comment tu fais? Voilà. Pas de bras, pas de chocolat. Voilà. Parce que j'ai vu un article, alors je l'ai pas encore lu, mais un ordinateur sans écran. Ça s'appelle un serveur. Non, c'est un article qui a été posté aujourd'hui sur LinuxFR. Je l'ai j'ai vu ça. Ah, mais c'était un article. Ah oui, parce que j'ai vu ce titre. D'accord. Si, c'est un article. Je l'ai pas encore lu. On en parlera peut-être la prochaine fois s'il est intéressant. Ouais. Mais c'était un article, l'informatique sans écran. Voilà, c'était pas le PC sans écran, c'est l'informatique sans écran. Il y en a qui aiment bien se faire du mal, écoute. Hein. D'accord. Avec des mots, là je le parcours vite fait, mais il y a toute une rétrospective des 50, 60, peut-être 100 dernières années de l'informatique, avec des photos de salles de serveurs sans écran. En effet, c'était sur du papier à l'époque. Ben oui, mais les premiers ordinateurs, d'ailleurs, ça sortait sur imprimante, directement. Ouais, c'est ça. Ouais, il n'y avait pas d'écran, on est d'accord. Ok, prochain rendez-vous, le 4 et 5 décembre 2024, ça c'est l'Open Source Experience au Palais des Congrès à Paris. J'y serai. Ah, j'ai cru que tu allais nous annoncer que c'était le prochain numéro de Libre Linux. Écoute, oui. On n'en est pas loin. Ça fait un peu loin, hein, mais au moins les grosses chaleurs sont passées. Donc 4 et 5 décembre, j'y serai. Voilà. Je sais pas vous, mais moi j'y serai. Merci Steve. C'est une invitation. Oui, c'est une invitation, c'est ça, une invitation. Mais c'est à envisager, j'aimerais bien, vraiment. Ouais. Une invitation à danser. Ouais. Why not, pourquoi pas. Très bien. Plein de bonnes choses, voilà. Hein. Vous allez maintenant écouter du France Gall avec des branches. Vous allez réserver votre hôtel pour le 4 et 5 décembre. Enfin voilà, c'est bien. Plein de choses. Très intéressant ce numéro. Ouais. Un numéro en mode libre. En roue libre, ouais, Non, ça me rappelle quelque chose. Attends. Alors, rendez-vous au prochain numéro de Librement Linux. Bisous évidemment à Ben. Voilà. Et puis, rendez-vous au prochain numéro, les gars. On fait comme ça? Ouais, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Allez, à bientôt. Bye. Salut. Salut tout le monde. Voilà, cette fois, vous pouvez vraiment éteindre votre télévision et reprendre une activité normale. Oui, mais les activités normales, c'était mieux avant. Ouais. Et puis il y avait le torpedo aussi. Ou alors pire encore, c'est que quand on n'avait pas de frein arrière, on prenait son pied et on essayait de le caler en angle droit et on tapait le talon sur la roue arrière. Et alors finalement, on se retrouvait avec une belle ornière dans sa chaussure pour freiner. Enfin nous, c'est ce qu'on faisait. Mais qu'est-ce que j'ai pété des rayons avec ça, putain. Mais tu m'étonnes. Ouais, et puis alors on avait les rayons à bâton en plastique. Parce que ça c'est plus stylé. C'était stylé, quoi. C'était la grande classe. Et puis attends, le compteur de vitesse sur le vélo. Wow, putain. Ouais. T'imagines que ça, nos gosses ou même la nouvelle génération, ils savent pas du tout de quoi on parle, quoi. Ah mais carrément pas. On est des extraterrestres. Hein.
Faut même pas en parler. Allez, bisous. Bisous tout le monde. Minecast.